Alors, cette question, vous avez été nombreux à me la poser, et puis c'est une question qui revient un peu partout, tout le temps. Il faut dire que les enceintes, comme celle-ci, mais comme les enceintes en général, ça coûte cher. C'est très dépendant de l'acoustique, ça coûte encore plus cher. Et aujourd'hui, les casques sont vraiment assez peu onéreux. Il y a un vrai marché aujourd'hui du casque haut de gamme. Donc même les casques les plus chers, 5000 €, on est toujours moins cher que les enceintes les moins chères. Vous me suivez ? En fait, ce marché du casque, il a évolué assez récemment. C'est depuis, je trouve, les années 2010 qu'on a des casques haut de gamme, qu'on a des gens notamment prêts à dépenser beaucoup d'argent dans les casques. Et le succès du casque se faisant, l'entrée de gamme aussi est devenue de mieux en mieux. On a par exemple le Efiman HE400 SE à 129 € qui est incroyable. On a Odez qui a sorti un casque à 500 € alors que ça faisait des années qu'il sortait que des casques à plus de 1000 €. Et on a toutes les autres grandes marques, les Focal, les Sennheiser, les Beyer Dynamic, qui essayent de faire des casques comme ça, plus qualitatifs niveau son, pour pouvoir mixer, masteriser. Dans cette vidéo, on va voir si c'est possible. Je vais vous donner ma réponse à cette question. Prenez ça évidemment avec des pincettes parce que c'est là où j'en suis moi dans ma réflexion, mais peut-être que ça évoluera bientôt. Mais je pense que je vais vous donner quand même quelques billes pour raisonner et vous aider à savoir si le casque est fait pour vous, si vous pouvez abandonner les enceintes ou pas. Pourquoi j'ai intitulé la vidéo Mastering ? Parce que c'est là où on a peut-être les plus grosses exigences en termes de monitoring, on a les plus grandes attentes en termes de qualité de monitoring, mais évidemment cette vidéo elle vaut aussi pour le mixage et pourquoi pas pour la production. Alors, déjà, qu'est-ce qui a fait que cette question est devenue de plus en plus intéressante récemment? C'est notamment quelques ingés qui sont passés à un setup full casque. Il y a deux ingés auxquels je pense. Emily Rasnake de Daughtermod Audio, c'est une ingé mastering qui travaille exclusivement au casque. Elle avait des enceintes et puis elle a eu un enfant. Elle devait travailler de chez elle pendant le Covid, je crois. Et si je me trompe pas, elle pouvait pas trop faire de bruit. Donc elle a commencé à acheter un joli casque, un Odez LCD. Je sais plus si c'était le X ou le 4 ou le 5, mais elle a acheté vraiment un joli casque Odez à plusieurs milliers d'euros et petit à petit, elle a passé entièrement au casque tellement elle adorait ça. Le deuxième ingé est probablement le plus important, celui qui a fait le plus de bruit. C'est Glenn Chick de Glenn Chick Mastering, qui est un ingé qui lui a travaillé avec des grosses enceintes, des Lipinski pendant des années avec un énorme setup analogique dans un grand studio. Il a fait des gros tubes en rap, donc c'est vraiment un ingé réputé. Il avait un peu tout le matériel dont il pouvait rêver. Et aussi de superbes enceintes, puisque les Lipinski sont vraiment incroyables. Et petit à petit, il est passé au casque. En fait, il s'est acheté un joli setup casque un peu haut de gamme pour pouvoir finaliser ou préparer ses masters en dehors du studio. Et petit à petit, il a adoré ça et il travaille maintenant exclusivement au casque et en plus exclusivement avec des plugins. Alors il y a plein d'autres ingés que je pourrais citer, un peu moins connus, qui travaillent exclusivement au casque. On en a aussi qui travaillent exclusivement au casque, qui sont passés aux enceintes, et puis inversement, comme je viens de vous décrire, des enceintes au casque. Mais voilà, ça devient de plus en plus populaire. Mais, je vous le dis tout de suite, des ingés mastering, des vrais ingés mastering de haut niveau qui travaillent exclusivement au casque, ça reste quand même une minorité et ça reste assez rare. Cette vidéo va être en 3 parties. La première va être sur les promesses du casque, pourquoi le casque est a priori une très bonne idée. La deuxième, c'est les problèmes au casque inhérent. Et la troisième, ça va être les solutions et aussi les fausses bonnes solutions. Alors, on commence par la première partie, les promesses du casque audio. Alors, pour moi, il y a 2 grandes promesses du casque audio en studio et notamment en mastering. Le premier, c'est le rapport performance-prix. Si on regarde le prix d'un casque par rapport à une paire d'enceintes et l'acoustique qui va avec, et le casque permet des performances sur la distorsion qui sont juste incroyables et sur la réponse en fréquence aussi. Aujourd'hui, la plupart des casques à 200, 300 € et même plein de casques à 100 €, ils peuvent descendre à 20 Hz sans souci et évidemment, ils montent bien au-delà de 20 kHz sans aucun problème. Au niveau de la distorsion, notamment dans le bas du spectre,
eh ben, les casques sont souvent plus performants. En tout cas, on peut trouver des casques à 300, 400, 500 euros qui ont des taux de distorsion ultra faibles, alors que si on prend des enceintes, a priori, on aurait des taux de distorsion bien plus élevés. Aussi, si on regarde les casques vraiment haut de gamme, au-dessus de 1000 euros, on prend par exemple un Odez LCD-X, on a des taux de distorsion qui sont incroyablement bas. C'est assez exceptionnel, c'est ce qui a fait le succès du LCD-X malgré ses défauts de réponse en fréquence. On a vraiment un casque incroyable par rapport à des enceintes au même prix. Au même prix, vous avez des Neumann, vous avez des PSI, vous avez plein de choses qui auront de super performances, enfin qui sont de super enceintes en soi, mais qui sur la distorsion seront très loin derrière le Odez LCD-X. La deuxième promesse du casque, et pas des moindres, c'est l'acoustique. Avec un casque, a priori, l'acoustique n'a pas d'importance. On ne va pas écouter les réflexions sur les murs, on ne va pas écouter tous les problèmes de pièces. Et ça, c'est super. Déjà parce que l'acoustique, c'est un sujet hautement complexe et hautement coûteux. Et la deuxième chose, c'est que le casque il va fonctionner partout, tout le temps et de la même manière. Si vous prenez votre paire d'enceintes et vous changez de studio, vous avez plus du tout le même son. Alors qu'un casque, vous pouvez l'emmener partout dans le monde et vous aurez toujours le même son. C'est d'ailleurs ce que Glenn Chick adore. Vous le voyez, il a voyagé dans plein de pays avec son casque et il peut travailler comme ça du jour au lendemain dans un autre pays sans aucun souci. Voilà, pour moi, c'est ça vraiment les deux grosses promesses du casque qui font que beaucoup de gens se disent « Tiens, si je travaillais uniquement au casque ». Mais malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Le casque a 3 gros problèmes inhérents au casque. Le premier problème, c'est évidemment l'image stéréo. Un casque, ce n'est pas comme des enceintes, on n'entend que l'oreille droite à droite et que l'oreille gauche à gauche. Or, une enceinte, votre enceinte droite, elle va aussi aller dans l'oreille gauche et elle ne va pas le faire n'importe comment, elle va le faire en traversant votre tête, en rebondissant sur votre nez, ou pas, elle peut traverser ou rebondir. Votre tête absorbe certaines fréquences, il en diffracte d'autres et surtout ça le fait avec un délai puisque votre enceinte droite, elle va arriver à votre oreille droite avant l'oreille gauche. Du coup, l'image stéréo est vraiment ultra différente entre le casque et les enceintes et globalement, c'est lié à des phénomènes psychoacoustiques. Si vous avez quelque chose de hors phase entre l'oreille droite et l'oreille gauche, enfin entre le canal gauche et le canal droit, et bien sur le casque vous pourrez l'entendre, alors que sur les enceintes, a priori, ce hors phase, il risque d'être parfaitement annulé et donc d'être complètement absent d'un point de vue psychoacoustique. Le second problème du casque, je l'ai appris assez récemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut ressentir. A priori, c'est une bonne chose, mais ça peut pousser à prendre de mauvaises décisions. C'est la surreprésentation psychoacoustique des transitoires. Alors, ça, je l'ai appris dans un article de Bob Katz qui parle justement des casques. Et il dit que les casques auraient tendance à accentuer, au moins de manière subjective, les transitoires. Et c'est vrai que ça, c'est super a priori, notamment pour décliquer. On arrive vraiment à bien repérer les clics de bouche avec un casque. Mais peut-être qu'on va prendre de mauvaises décisions sur la microdynamique. On va peut-être mal régler nos compresseurs. On va peut-être trop tasser les transitoires en écoutant au casque et se retrouver avec quelque chose de terne sans transitoire si on passe sur une écoute enceinte. C'est un problème dont j'ai appris l'existence assez récemment, mais en y repensant, c'est vrai que l'écoute du casque fait ça, ça peut paraître une qualité, mais après si on passe sur les enceintes, ça peut sonner très différent. Le troisième souci, c'est sur la réponse en fréquence. Alors, je vous ai dit que dans les qualités du casque, on avait la réponse en fréquence, j'aurais plutôt dû parler d'extension, c'est-à-dire qu'on peut aller très bas et très haut avec un casque relativement simplement. Sur une réponse en fréquence plate, c'est très difficile dans un casque. Il faut dire qu'un casque, en fait, c'est comme une acoustique, mais réduite. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bosses dans le haut médium sur les casques. C'est notamment lié à leur construction interne. En fait, le son va rebondir sur l'oreille, rebondir sur la coque, etc. Une chose à signaler sur la réponse en fréquence qui est souvent accidentée des casques, c'est que c'est aussi lié aux appareils de mesure. Et ça, c'est notamment dans les aigus. Donc, si vous regardez une courbe de réponse en fréquence d'un casque,
Faites quand même attention, notamment dans les aigus. C'est pas parce que vous avez des pics et des creux dans les aigus que le casque n'est pas neutre. Des fois, et même souvent, c'est lié aux appareils de mesure. Il existe plein d'appareils de mesure, plein de méthodologies, et c'est pour ça qu'on peut mesurer un même casque avec 2 appareils de mesure différents et avoir quelque chose de complètement différent, notamment dans l'aigu. Et on peut même avoir, avec un même appareil de mesure, 2 réponses en fréquence différentes parce que le positionnement du casque va vachement influer les mesures. Voilà donc pour les problèmes du casque. Maintenant, passons aux solutions et aussi aux mauvaises solutions. Alors, concernant ce problème de réponse en fréquence que je viens de vous citer, il y a une solution qui est plutôt bonne, selon moi, c'est la correction tout simplement par égalisation. Alors, la correction par égalisation, c'est le fait de mesurer un casque et faire une réponse en fréquence inversée, donc une courbe d'égalisation qui vient corriger les défauts du casque. Moi, perso, je suis fan, j'adore faire ça. Évidemment, ça ne corrige pas tout. Si vous avez un problème de résonance, c'est-à-dire un son qui résonne longtemps, l'EQ ne va pas changer la temporalité, ça ne va pas changer l'écoulement temporel du casque, et donc ça ne va pas résoudre tous les soucis, mais je pense que ça aide beaucoup. Ça aide notamment dans les roll-off dans le bas, il y a pas mal de casques qui ont un roll-off naturel dans le bas, qu'on peut venir compenser avec un EQ, ça marche hyper bien, et puis on peut corriger les réponses en fréquence un peu extravagantes, je pense notamment à celle du LCDX. Moi j'ai utilisé pendant de nombreuses années le LCDX avec une courbe de réponse en fréquence et je trouve que ça marche hyper bien. Alors mon petit conseil pour les courbes de réponse en fréquence, c'est d'utiliser SoundID. Je trouve que SoundID, ça fait partie des meilleurs logiciels pour ça. Il y a d'autres logiciels, mais moi je trouve que globalement, ce que propose SoundID, c'est toujours la meilleure idée. Une fausse bonne solution d'égalisation, c'est aller sur les courbes mesurées par des inconnus en ligne. Je pense notamment à Oratory. Oratory, c'est un utilisateur de Reddit qui mesure plein de casques et propose des courbes de réponse en fréquence. Moi, j'en ai écouté plusieurs, des courbes proposées par cet utilisateur, et franchement, je trouve ça mais trop nul. À chaque fois que j'ai écouté des courbes de Oratory, je trouvais que c'était vraiment raté, avec beaucoup trop de basses. Donc faites attention à ce que vous trouvez comme égalisation proposée. Moi, je vous conseille de rester sur les classiques, notamment SoundID. Alors, toujours dans les solutions logicielles, une que j'adore et qui règle le problème de stéréo, c'est le crossfeed. Le crossfeed, c'est le fait de séparer les canaux gauche et droite. Moi, je trouve que ça marche bien, mais certains crossfeed marchent mieux que d'autres. Le crossfeed, de base, c'est mélanger gauche et droite. Ça marche, c'est OK. Le deuxième, qui est un peu mieux, selon moi, c'est le fait de le faire que dans le bas médium ou que dans le bas, le fait de le faire de manière progressive. Ça marche encore mieux. Et ce qui marche encore mieux et qui est vraiment le top du top, c'est le crossfeed assez intelligent, assez avancé, c'est celui de CanOpener. CanOpener, c'est un logiciel plugin qui fait du crossfeed un peu avancé. Alors, je sais pas ce qu'il y a sous le capot, je comprends pas tout, mais moi j'ai écouté et j'adore, je trouve que ça marche trop bien. Perso, je l'ai pas encore mis dans mon workflow parce que en fait, j'écoute pas le streaming avec. J'ai pas encore trouvé de moyen de mettre un plugin sur tout mon ordi, sur tout mon Mac pour pouvoir écouter mon streaming avec, mais je crois que j'ai trouvé une solution et je vais essayer de mettre ça en place rapidement. Mais voilà, sachez que CanOpener, c'est vraiment un crossfeed qui, je trouve, marche hyper bien. Toujours lié au crossfeed, on a une solution, quatrième solution qui a priori est plus développée d'un point de vue technologique, encore plus intelligente, mais que je n'aime pas, c'est la simulation de pièces. Alors, il y a plein de fabricants qui proposent ça, je pense notamment à Slate. Moi, j'ai essayé et perso, j'ai vraiment pas aimé et je comprends même pas comment on peut aimer. Je crache pas sur les gens qui utilisent ça. Dites-le moi en commentaire si vous utilisez ça. Dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Mais moi, perso, ce genre de solution, ça ne me convient pas du tout et je comprends même pas comment ça pourrait me convenir. En fait, l'idée, c'est donc de simuler une pièce, simuler comme si on était devant des enceintes et ça dans un casque. Donc c'est du binaural et on peut simuler plusieurs pièces. Alors, effectivement, ça fait du crossfeed, puisqu'on va mélanger de fait les canaux gauche et droite, mais ça fait aussi d'autres choses, puisqu'on peut apporter, par exemple, les défauts de certaines pièces. C'est là, d'ailleurs, que je trouve ça un peu idiot. Autant faire juste du crossfeed, plutôt que la simulation de pièces. Mais bon, sur le papier, ça peut être une bonne idée. Dans les faits, moi, j'ai écouté et j'ai pas aimé. Voilà, j'espère que dans le futur, il y aura de meilleures solutions logicielles que celles que j'ai écoutées. Mais pour l'instant, aujourd'hui, la simulation de pièces, vraiment, ça me correspond pas.
Alors maintenant passons à une solution mécanique au problème du casque. Je vous ai parlé des résonances internes des casques, notamment liées au coq. Et il y a 2 solutions à ce problème. La première, vous la connaissez certainement, ce sont les casques ouverts. Vous le savez, les casques ouverts performent souvent bien mieux que les casques fermés. Pourquoi ? Parce qu'ils laissent passer le son. Donc au lieu qu'il rebondisse sur une coque, il va passer vers l'extérieur, ne pas rebondir, et donc vous aurez un son plus pur, c'est-à-dire moins de résonance interne. Vous aurez concrètement dans les faits beaucoup plus de clarté, une réponse en fréquence plus neutre et un groupe délai bien meilleur. La deuxième solution pour pallier à ces problèmes de mécanique des fluides, c'est une solution plus complexe et à ma connaissance, il n'y a qu'un constructeur qui fait ça, c'est Dan Clark Audio. Alors les casques Dan Clark Audio, d'ailleurs vous les retrouvez sur ma boutique, c'est de super casques planaires magnétiques. Et parmi les Dan Clark Audio, il y a une technologie qu'on retrouve dans certains de ces casques qui s'appelle le Metamaterial. Donc un matériau en fait absorbant mais pas que, qui met juste devant les haut-parleurs, donc derrière les haut-parleurs, c'est-à-dire du côté des murs, du côté de l'extérieur du casque, c'est pas entre le haut-parleur et vous. Et c'est une espèce de mousse qui est composée de plein de résonateurs Helmholtz, de diffuseurs, d'absorbeurs. Et en fait, c'est finement calculé pour annuler des résonances qu'on va trouver dans le casque. Concrètement, ce Metamaterial, ça permet de faire que les résonances n'ont pas lieu ou elles sont largement minimisées et donc vous allez avoir un casque fermé qui va se comporter comme un casque ouvert et ça, je trouve ça assez incroyable. Pour avoir écouté, c'est juste les meilleurs casques fermés que j'ai écoutés. C'est très cher, c'est pas donné, mais si vous voulez un casque fermé avec la qualité d'un casque ouvert, pour moi il n'y a pas photo, c'est chez Dan Clark Audio que ça se passe. L'avant-dernière solution que je voulais vous proposer, je vous l'ai évoqué précédemment, c'est utiliser les enceintes comme écoute secondaire. Pendant des années, on écoutait le casque comme écoute secondaire, et moi j'ai eu de plus en plus de clients qui m'achètent des casques haut de gamme, c'est-à-dire à partir de 200-300 €, et qui veulent utiliser ça comme écoute principale. Ils ont d'autres enceintes à côté, ça peut être des petites enceintes 3 pouces ou 4 pouces de chez Neumann par exemple, ou des enceintes plus haut de gamme, mais ils se retrouvent à utiliser le casque de manière principale, comme écoute principale, et ensuite ils checkent la stéréo avec les enceintes. Ça, je trouve que c'est une super solution, et moi en tout cas j'ai plein de clients qui font ça, et pour avoir écouté leur mix, ça tue. Alors je vous ai dit avant-dernière solution, en fait non, c'est juste que sur ma liste j'avais un dernier point, mais j'ai pas de solution pour le dernier point, c'est le problème des transitoires. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai toujours pas de solution pour ce problème des transitoires, donc espérons dans le futur que quelqu'un arrive avec une solution logicielle pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous l'aurez compris, moi j'adore les casques, j'en vends beaucoup sur ma boutique, parce que moi-même j'utilise beaucoup mon Odez MM500 et j'ai très longtemps utilisé d'autres casques comme écoute secondaire. J'ai même utilisé à une période le LCDX comme écoute principale en complément d'une seconde paire d'enceintes. Donc voilà, moi je vous invite quand même à avoir un bon casque avec vous. Je trouve aujourd'hui que c'est hyper important, on peut vraiment faire du très bon boulot avec le casque, on peut difficilement faire avec des enceintes. Je pense notamment à décliquer, à nettoyer des pistes. Si vous voulez évidemment investir dans un joli casque, ça se passe sur ma boutique coolkidsaudio.com. Ça commence à 129 €, donc il n'y a pas d'excuse de prix pour ne pas en acheter un, et ça va jusqu'à 5 000, 6 000 € si vous voulez faire les fous. Je vous laisse évidemment les liens en description de mes casques favoris pour masteriser. Enfin, je vous laisse un lien vers mon site boringvicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering. Merci de m'avoir suivi et à très vite.